Parole juriste. Parole juriste. Parole juriste. Bonsoir chers téléspectateurs, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre rendez-vous de l'émission Juriste Consult, l'émission à travers laquelle nous invitons des juristes qui viennent nous entretenir sur les questions juridiques. Cet après-midi, j'ai eu l'honneur encore d'être avec le juriste que je vais tantôt vous présenter, qui va nous entretenir sur les accidents de la route. Nous savons tous que de nos jours, les accidents de route sont des faits récurrents, malgré les campagnes de sensibilisation que l'État et les associations se donnent le devoir de mettre en œuvre. La route continue toujours par tuer, et selon les statistiques, c'est quand 6 personnes par mois ont perdu leur vie au cours du dernier semestre de l'année 2020. Et cette situation est tellement préoccupante. Et nous avons jugé bon d'inviter quelqu'un qui maîtrise le domaine, qui viendra nous expliquer long en large les causes des accidents de la route, les conséquences et les moyens de prévention des accidents de la route. Donc je suis là cet après-midi avec Monsieur Aziamaté. Il est juriste, chargé des questions d'hygiène, sécurité et environnement à la société Transport et Zonchou. Monsieur Aziamaté, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment vous vous portez? Je me porte bien. Et les activités du droit? Ok, les activités du droit évoluent normalement. C'est ça. Oui. Nous vous remercions d'avoir honoré de votre présence cet après-midi pour nous entretenir sur les accidents de la route. Pour commencer tout de suite, monsieur Aziamaté, qu'est-ce qu'on peut entendre d'accident de route ou bien accident de circulation? Ok, merci, monsieur le présentateur. Je voulais tout d'abord dire un sincère merci à vous pour cette invitation. Et donc, pour continuer, il faut dire que un accident de circulation, c'est un événement dommageable, c'est-à-dire un événement qui crée des dommages et qui est imprévu, qui est aléatoire et puis qui vient brusquement. Et ça implique donc des véhicules motorisés. Quand on parle de véhicules motorisés, il faut penser aux voitures, aux motos et autres sur une voie qui est ouverte à la circulation. Oui. Et donc, si je reviens un peu sur la définition que vous venez de donner, vous parlez de véhicules motorisés, c'est ça? Oui, véhicules motorisés. Il y a ces trucs-là, les pousse-pousse là que nos frères utilisent dans les marchés et qui circulent des fois sur les routes. Est-ce qu'on peut, en cas d'accident, ou bien lorsque ces trucs-là, ces pousse-pousse là sont impliqués dans un accident, est-ce qu'on peut parler aussi d'accident de route? Oui, c'est toujours accident de route. Et les pousse-pousse là peut-être sont entrés en collision avec, ou bien n'ont pas bien pris la route et puis les véhicules motorisés sont venus, les véhicules motorisés sont venus donc les percuter. Donc ils sont aussi des usagers de la route et ils sont impliqués dedans. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu les types d'accidents de circulation, bien des accidents de route? Est-ce qu'il y a une classification dans ce domaine? Oui, il y a une classification des accidents de la route. On parle d'abord des collisions solo. Les collisions solo, c'est lorsqu'il y a un seul usager de la route et un obstacle. Ça peut être un animal, ça peut être que l'usager est en train d'avancer sur la route et il a dérouté, et il est allé coincer donc, ou bien heurter un obstacle. Donc on parle de collision solo. Collision solo, oui. Collision solo, c'est-à-dire que la personne même sur sa moto oui. Va cogner un obstacle. Oui. Mais des fois on constate aussi que les gens prennent leur moto comme ça et brusquement la personne tombe sans un obstacle devant elle. Est-ce que... Oui, c'est toujours une collision solo parce qu'il est seul. Impliqué dedans. C'est ça. Oui. Donc c'est un cas d'accident qui implique une seule personne. Oui, qui implique une seule personne. Solo. Solo. D'accord. Et une seconde catégorie, c'est les collisions simples. Ça peut être 2 ou 3 usagers de la route, avec ou sans obstacle. Avec ou sans obstacle. Peut-être il y a quelqu'un qui est devant et la personne qui le suit n'a pas laissé une distance de sécurité. Et il est tombé. Comme il n'y a pas de distance de sécurité, la personne qui est derrière peut rentrer dedans et une troisième personne aussi peut venir.
Donc c'est pourquoi nous disons qu'il y a collision simple qui peut impliquer 2 ou bien 3 usagers de la route. Donc ça, c'est collision simple. À part ça, il y a les multicollisions. Et ça implique plus de 4 usagers de la voie, de la route. Plus de 4 usagers. Donc, lorsque l'accident implique plus de 4 usagers, on parle de collision multiple. Donc, pour résumer, je dirais que nous avions parlé tout à l'heure de collision solo, c'est-à-dire un seul usager avec ou sans obstacle. C'est-à-dire il est allé, il avance sur la voie, il tombe ou bien il est en train d'avancer et il y a un animal qui est venu brusquement traverser la voie et il a heurté, donc il tombe. Collision simple, 2 ou 3 usagers de la voie et collision, multicollision, donc plus de 4 usagers de la voie. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu ce qu'on peut entendre de collision simple, c'est-à-dire que la collision là qui implique au moins 3 usagers, comment ça va se passer sur une route, comment, ou bien au carrefour, ça se passe souvent au carrefour, mais comment ça se passe? Ok, par exemple, pour la collision simple, je l'ai dit tantôt que normalement, lorsque vous êtes sur la voie qui est ouverte à la circulation, il est prévu qu'on laisse une distance de sécurité entre la personne qui est derrière et la personne l'usager qui le précède. Si vous êtes en véhicule ou bien en moto, il faut nécessairement laisser une distance de sécurité. Pourquoi? Parce que même s'il y a un obstacle et que tu freines, ça ne s'arrête pas brusquement. Ça peut traîner avant de s'arrêter, quoi. Donc ça dépend à l'allure à laquelle donc, tu vas. Donc lorsque la personne n'a pas laissé de distance de sécurité et celui qui est devant lui a vu un obstacle et a freiné en même temps, donc celui qui est derrière, comme il n'a pas laissé de distance de sécurité, il peut rentrer dedans. Et s'il y a un autre aussi, peut venir, quoi. Donc la personne qui est tombée premièrement et la personne qui l'a suivi n'a pas respecté la distance de sécurité, donc il va, et donc ça peut occasionner la chute de 2 ou bien 3 personnes en même temps. Donc c'est en ce temps qu'on parle de collision simple. Chers téléspectateurs, nous sommes actuellement dans l'émission Juris Consults. L'émission là, nous l'animons chaque mardi de midi à 13 h. Aujourd'hui, j'ai reçu le juriste à Ziamaté qui nous entretient actuellement sur les accidents de la route. Vous pouvez nous joindre pour poser des questions sur le numéro 92 17 28 65 et M. Aziamaté est là pour répondre à vos questions. M. Aziamaté, on parle souvent dans le cas des accidents de route des usagers vulnérables. Ça veut dire quoi? Ok, les usagers vulnérables, ce sont ces personnes-là qui sont vraiment exposées. Ils sont exposés donc aux accidents de la circulation, qui peuvent être victimes, qui peuvent perdre leur vie très rapidement. Donc ces usagers-là, on peut les citer. Ce sont notamment les cyclistes, les motocyclistes, les cyclistes et motocyclistes, ceux qui vont à vélo, ceux qui sont à moto. C'est les personnes âgées parce que eux, leur acuité visuelle est réduite. Donc peut-être ils n'ont pas vu venir donc le danger, quoi. Mais il est en train de traverser la voie. Pour ça, il peut être aussi en véhicule, mais comme son acuité visuelle est un peu réduite, donc il peut vraiment facilement être victime d'un accident. À part ça, il y a aussi les piétons. Les piétons sont tout le temps exposés. Et il y a les enfants, il y a les élèves. Les élèves, donc c'est des personnes comme ça que nous mettons dans les personnes vulnérables. Oui, en ce qui concerne, qui sont touchés par les accidents. Donc si on résume, il y a les personnes âgées, les enfants, disons globalement les piétons. Les piétons. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler des causes des accidents de la route? Qu'est-ce qui occasionne les accidents de la route aujourd'hui dans nos pays, surtout au Togo? Vous ne pouvez pas sortir un jour sans être témoin d'un accident de la route. C'est que c'est devenu un fait récurrent partout. Quelles sont les causes de cette situation-là dans nos pays aujourd'hui? Ok, merci beaucoup pour la question. Les accidents de la route, les accidents de circulation s'expliquent bien souvent par une combinaison de facteurs. Et ces facteurs sont liés aux conducteurs et aussi à certains facteurs qui sont des facteurs contextuels. D'abord, un accident de la route peut être dû à plusieurs facteurs.
notamment facteurs météorologiques, facteurs humains et facteurs techniques. Mais le facteur principal, c'est-à-dire lorsque nous prenons les cas d'accident, la cause principale, dans la plupart des cas, donc autrement dit 9 sur 10 des cas provient donc ou bien reste lié au facteur humain. Au facteur humain donc. Et ça apparaît dans 90% des accidents de circulation. Qu'est-ce que nous mettons dans ces facteurs humains-là? Il y a par exemple l'excès de vitesse. L'excès de vitesse, le non-port de ceinture de sécurité. L'excès de vitesse, le non-port de ceinture de sécurité, le téléphone au volant, la fatigue de celui qui conduit, le non-respect de la distance de sécurité, comme je l'ai dit tantôt. Rouler dans un état de nervosité, par exemple, la personne est énervée, mais il a pris le véhicule et puis il prend aussi la route. Donc, ça peut être aussi une cause d'accident. Mis à part ces causes-là, on peut aussi noter la prise d'alcool ou bien des substances stupéfiantes. La prise des stupéfiants aussi est une cause. Lorsqu'on prend les drogues, par exemple, on a un sentiment de superpuissance, quoi. Et on peut aller au-delà de la vitesse normale. Et ça cause aussi des accidents. Le non-respect des marquages sur la route. Lorsque vous prenez la route, par exemple, à un moment donné, vous êtes sur la route, mais vous ne pouvez pas voir la personne qui vient devant, qui vient par devant. Donc, c'est pourquoi les constructeurs de la route ont pris le soin donc de tracer des lignes continues. Lorsqu'on voit, par exemple, une ligne continue, ça veut dire qu'on ne peut pas faire le dépassement parce qu'on ne voit pas devant. Mais il y a des gens qui ne respectent pas ça. Ils peuvent voir la ligne continue, ils ne voient pas la voie par devant, mais ils vont se permettre de faire des dépassements. Et lorsqu'ils font des dépassements comme ça, là, et un autre usager de la voie vient par devant, ils peuvent rentrer dedans, quoi. Donc, le non-respect des marquages au sol et le non-respect aussi des panneaux de signalisation. À l'entrée des agglomérations, on fait la limitation de vitesse peut-être à 50 à l'heure, mais c'est en ce moment que vous allez voir des gens aller au-delà de 50, voire 100 même, dans l'agglomération. Ouais, non. Donc, ce sont là les causes. Mis à part ça, il y a aussi la distraction. Écouter de la musique. Certains, aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est que des gens sont au volant, ou bien ils sont à moto, mais ils ont leur téléphone en main en train de faire du WhatsApp. Ou bien ils ont leur écouteur à l'oreille en train d'écouter de la musique. Donc tout ça là distrait le conducteur et il n'a pas les idées sur ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire la conduite. Et il peut facilement faire un accident, ou bien causer un accident, ou bien être victime d'un accident. Donc si je comprends bien, le facteur humain reste la plus grande partie des causes des accidents de la route. Mais vous venez de mentionner aussi le facteur météorologique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Bien, parce que nous savons, souvent on parle de météo, mais nous en Afrique, nous n'arrivons pas à prendre tellement en considération ça. C'est dans les pays européens que les gens sont tellement derrière la météo pour voir. Comment ça peut être cause d'accident dans nos pays ici? Ok. Outre le facteur humain outre le facteur humain, il y a aussi le facteur météorologique, comme nous l'avions dit. Et qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Par exemple, en temps de pluie, la chaussée est glissante. La chaussée glisse. Donc, quand vous freinez, vous ne pouvez pas vous arrêter en même temps. Ça glisse. Ça glisse. Donc, en temps de pluie, la chaussée est difficile à pratiquer. Et ça rend difficile aussi le freinage. Il y a aussi la visibilité qui est réduite. Donc, lorsqu'on file, lorsqu'on fait de la vitesse, lorsqu'on va vite en temps de pluie, on a la visibilité réduite et on ne peut pas voir plus loin devant. On ne peut pas aussi freiner très bien lorsqu'on voit un obstacle. Il y a aussi le moment de la journée, le jour ou bien la nuit. Donc, pendant la journée, il y a l'embouteillage dans certaines parties de la route. Okay. Dans la nuit, on ne voit pas très bien. On ne voit pas trop bien. Peut-être qu'il y a d'autres usagers qui viennent avec leur phare et ça, certaines fois, sont éblouissants. Donc,
ça peut réduire et rendre difficile donc la visibilité. Ça rend difficile la visibilité. Donc, moment de la journée, jour ou bien nuit, jour, il y a embouteillage, nuit, il y a la visibilité qui est réduite aussi. Il y a le brouillard. Et ça, c'est, comme nous sommes au Togo, c'est en temps d'harmattan qu'on observe ça. Le brouillard, c'est-à-dire que il y a le brouillard, vous ne pouvez pas voir très loin. Vous ne pouvez pas voir très loin. C'est ce qu'on peut mettre dans le facteur météorologique. Si nous sommes en Europe maintenant, on peut parler de la neige. Oui. Donc, mais ici, nous sommes en Afrique, il n'y a pas la neige. Donc, c'est la pluie, c'est le moment de la journée et c'est aussi le brouillard en temps d'harmattan, souvent. Merci beaucoup. Merci, monsieur Aziamate. Comme je venais de le dire tantôt, nous sommes dans l'émission Juriste Consult. Cet après-midi, j'ai reçu monsieur Aziamate, qui est juriste, chargé des questions de sécurité, d'hygiène, environnement dans la société de transport et Zonsu. Donc, il est là cet après-midi pour nous entretenir sur les accidents de la route. Il vient de nous donner la définition de l'accident de la route. Il nous a donné les causes, ou bien la classification des accidents de la route. Et après cela, il nous a donné les causes de la route. Maintenant, nous allons lui demander de nous parler des conséquences. Nous savons tous bien que l'accident, la première conséquence d'un accident, des fois, c'est quoi? C'est la mort peut-être des... Mais à part ça, est-ce qu'il y a encore d'autres conséquences des accidents de la route? Ok, merci monsieur. Avant de parler des conséquences, il reste un facteur qu'on n'a pas abordé, donc j'aimerais parler de ça, c'est le facteur technique. Oui. Oui, parce que nous avons parlé de facteurs humains, météorologiques et puis techniques. C'est ça. En ce qui concerne les facteurs techniques, c'est relatif à l'état du véhicule. À l'état du véhicule ou à l'état des infrastructures. Ok. Donc, par exemple, pour le véhicule, il y a manque de maintenance. On ne fait pas souvent, on n'entretient pas bien le véhicule. On n'entretient pas le moteur, les freins, les pneus, les rétroviseurs. Oui, donc tout ça là peut causer d'accident. Lorsque les freins ne travaillent pas bien, lorsque vous n'avez pas de rétroviseur. Or, lorsque vous allez là, il faut voir, souvent jeter un regard dans les rétroviseurs pour voir ce qui se passe derrière vous. Donc, il y a ça. Il y a le mauvais état des routes. Par exemple, sur certaines voies, vous pouvez voir des nids de poules, oui, des voies qui sont dégradées à certains endroits. Oui, donc, et ça peut aussi causer, parce que quand tu viens, tu trouves devant toi un nid de poule, tu vas vouloir feinter, et en faisant cette manœuvre-là, tu peux peut-être rentrer en collision avec un autre usager qui vient. Donc, il y a un mauvais état de la route. Il y a un mauvais aussi état des ponts sur la route. Sur certains ponts, il y a des gens qui tombent dedans parce que peut-être le pont est trop restreint. Okay? Donc, c'est ça qu'on peut mettre dans les facteurs, dans le facteur technique d'accident. Ok, maintenant, en ce qui concerne les conséquences, il faut dire que les accidents de la route ont des conséquences économiques, sociales et environnementales fâcheuses. À l'échelle mondiale, on estime actuellement à plus de 100 millions de familles qui doivent faire face aux conséquences ou bien qui doivent faire face au décès de l'un de leurs membres à cause d'un accident de la circulation. Okay? Et il arrive souvent que le stress émotionnel et financier provoque une dépression chez cette personne-là. Donc, il faut, sur les conséquences sociales, il faut parler peut-être des divorces. Quelquefois, lorsque la personne qui est impliquée dans l'accident, peut-être c'est lui qui, avant, a mené à la maison pour que la famille s'entretienne avec ce qu'il gagne dans son travail. Maintenant qu'il a fait accident et il ne peut pas revenir à la maison avec de l'argent, donc ça peut occasionner le divorce. Il y a aussi le préjudice sexuel. Oui. La personne ne peut pas peut-être répondre bien sexuellement et ça peut occasionner le divorce. Il y a l'hospitalisation à vie et tout ça là, c'est de l'argent qu'il faut dépenser. En ce qui concerne les conséquences environnementales, lorsque il y a, nous voyons que sur la voie, des fois, il y a des automobilistes qui renversent les poteaux électriques. Ils renversent les poteaux électriques ou bien lorsque, par exemple, ils sont tombés, le véhicule est tombé dans un fleuve.
peut occasionner la pollution donc, de ce fleuve-là. S'il s'agit d'un camion citerne, et le produit, l'hydrocarbure peut déverser et ça peut occasionner des incendies, des forêts même. Oui, ça peut détruire des habitations. Ça peut détruire des habitations. Il y a la dégradation des infrastructures routières, comme je l'ai dit tantôt aussi. Donc, c'est en quelque sorte des conséquences environnementales. Conséquences sociales, conséquences environnementales, conséquences économiques. Voilà. D'accord. Maintenant, par rapport aux conséquences sociales, est-ce que, à cause d'un accident que l'un des époux a fait, on ira finalement au divorce? Oui, on peut aller jusqu'au divorce. Pourquoi? Parce que, par exemple, c'est le monsieur. C'est lui qui amenait l'argent à la maison. Maintenant, il a été victime d'un accident. Et il est invalide, il ne peut pas travailler. Ok. Il n'apporte pas. Est-ce que le mariage est basé sur le fait que le mari doit apporter à la maison, et lorsque le mari n'apporte rien à la maison, ce serait une cause de divorce? Normalement, ça ne devait pas être comme ça, quoi. Oui. Mais anormalement, quelquefois ça arrive. Quel conseil pouvez-vous donner aux époux, aux conjoints dans ce sens-là? Parce que l'accident, comme vous venez de le définir, un accident, c'est un truc imprévisible et qui arrive. Personne ne prévoit, ou bien personne ne peut jamais vouloir faire un accident. Oui. Et si c'est arrivé comme ça, pourquoi cela doit être une cause de divorce? Donc, est-ce que vous avez quelque chose à dire aux conjoints ou bien au foyer par rapport à ça? Oui, par rapport à ça, j'aimerais dire qu'on doit beaucoup faire attention. Oui. On doit beaucoup faire attention pour ne pas... Et demander aussi la grâce de Dieu, parce que nous sommes sur une chaîne chrétienne, et d'implorer la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu soit avec nous chaque temps. Ok? Mais si cela arrive, il faudrait que l'on fait face aux conséquences. Ce n'est pas le divorce plutôt qui sera la solution, quoi. Ce n'est pas le divorce qui sera la solution, mais il faut faire face, il faut accompagner l'autre qui est impliqué dedans, et pour qu'il ne soit pas tué par le stress, quoi. Oui. Il ne soit pas tué par le stress. Dans tous les cas, moi je dis que non, le mari seul n'est pas habilité à amener à manger dans la maison. Donc si le mari à un moment donné a fait un accident et devient invalide, la femme aussi peut sortir et ramener à la maison. Donc ça ne peut pas être une cause de divorce. Donc par rapport à cette conséquence de l'accident de route, moi je dis que ça ne va pas jusque-là. Va vers un divorce. Non, prions Dieu. Et nous sommes sur une chaîne chrétienne, nous avons fait des mariages chrétiens, Oui. et on dit ce jour-là pour le meilleur, pour le pire, hein, jusqu'à ce que Jésus-Christ ne revienne. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à traverser, des vents et marées. Donc un accident qui a rendu un homme invalide ne doit pas pousser l'épouse à demander le divorce. Ça, dans tous les cas, c'est quand même une cause des accidents de route, mais pour nous chrétiens, ça ne doit pas aller jusque-là. Monsieur Adjamete, merci beaucoup. Nous poursuivons cette émission. Nous venons de dire tantôt que vous pouvez nous joindre en direct pour poser des questions à notre invité. Et vous pouvez nous joindre sur 92 17 28 65 pour poser des questions par rapport aux accidents de circulation, les causes des accidents de circulation, les conséquences et autres là. Monsieur Adjamete, nous sommes presque à la fin de cette émission et je m'en vais tout de suite vous demander, vous poser des questions, bien, vous demander de prodiguer des conseils aux téléspectateurs. Hein. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour éviter les accidents, ces accidents de circulation? Ok. Pour éviter les accidents de circulation, une conduite préventive et sécuritaire est surtout nécessaire. Il faut respecter le code de la route. Si nous prenons le Togo, il y a la loi numéro 2013-11 du 7 juin 2013 portant code de la route qui régit la circulation routière. Quoi. Comment est-ce qu'il faut se comporter dans la rue ou bien sur la route pour ne pas être victime d'accidents. Oui, sur ce point-là, est-ce que quelqu'un qui n'a... vous parlez d'un code? Oui. Ah, c'est vrai, on dit souvent que nul n'est censé ignorer la loi. Est-ce que tous les citoyens qui circulent sur nos routes aujourd'hui maîtrisent ce code-là? Il y a des gens qui achètent les motos, ils se mettent sur la route, ils ne maîtrisent rien sur la route et maintenant ils conduisent. Mais comment gérer cette situation-là? Ok, comment gérer cette situation? Je sais,
à l'entame de cette émission, dans votre introduction, vous avez dit qu'il y a des autorités publiques, des associations privées qui, chaque fois, font des sensibilisations en matière de sécurité routière. Donc, il faudrait que l'on mette en pratique, les usagers de la route mettent en pratique ces sensibilisations-là, ces campagnes de sensibilisation, les messages véhiculés lors de ces campagnes de sensibilisation, il faudrait que les usagers de la route mettent en pratique ça. Par exemple, est-ce qu'on a besoin de connaître de lire le code de la route avant de savoir que ce n'est pas bien de téléphoner au volant bien? Parce que, par exemple, lorsque je vais à moto, de faire WhatsApp sur ma moto, vous voyez, non. Donc, il y a des... C'est vrai, mais il y a des gens, c'est par ignorance. Hein, pour cette personne-là, elle est en train de jouir de sa jeunesse. Elle dit que ça, quoi. Hein, je suis sur ma moto, mais j'ai encore mes trucs là aux oreilles. Donc, voilà. Maintenant, est-ce que l'État n'a-t-il pas raison de lancer le programme de permis de conduire aux motocyclistes? C'est à travers ça qu'on peut contraindre quelqu'un à connaître les règles de la circulation. Oui. Oui, l'État a raison. Oui. Parce qu'avant d'avoir le permis de conduire, là, il faut passer d'abord par une école. Oui. Et là, on va leur enseigner le code de la route. C'est ça. Le code de la route. Mais il y a des gens aussi qui détiennent le permis de conduire, mais qui ne font pas. La dernière fois, je faisais cette présentation-là quelque part, et on me disait que dans les véhicules personnels, vous allez voir des boss même. Quand tu vois la personne, tu sais que peut-être c'est une autorité, mais qui se permet, sur son volant, de faire... d'utiliser le téléphone portable. Et vous voyez, non. Donc il faudrait que chacun donne l'exemple, à commencer par la tête. Ça. Ceux qui sont des autorités, il faudrait qu'ils donnent le bon exemple, et en bannissant de leur habitude le fait de faire WhatsApp sur le volant. Sur le volant. Donc, mis à part ça, il faut j'ai parlé du respect du code de la route. C'est dans le code de la route que nous trouvons le port de ceinture de sécurité pour ceux-là qui vont en voiture, le port du casque, du casque pour les motocyclistes. Il faut aussi bannir l'utilisation du téléphone au volant. Il faut inspecter et maintenir régulièrement l'engin que l'on utilise, quoi. Maintenir régulièrement l'engin. C'est vraiment important. Il faut aussi respecter les heures de repos. Parce que tout à l'heure, je dis que dans le facteur humain, il y a la fatigue aussi, la somnolence au volant. Lorsque tu te sens fatigué, il ne faut pas prendre le volant. Il ne faut pas prendre la moto. Il faut te reposer un peu avant de reprendre la route. Et sinon, je voudrais vous poser une question là-bas. Est-ce que, au fait, respecter les règles de la circulation, ce n'est pas une question de conscience? Est-ce qu'on doit contraindre les gens? Est-ce qu'on a besoin des soldats, bien des policiers partout pour amener les gens à respecter le code de la route? Je crois que ça doit être une question de conscience. Ou bien? Oui, normalement. Ça doit être une question de conscience, quoi. Chacun doit être conscient que vraiment ce que je suis en train de faire là, si je ne sais pas faire, ça peut basculer tout de suite ma vie. Et être conscient. Mais l'homme est ainsi fait. Il veut toujours qu'on soit derrière lui, qu'on le menace de sanctions avant qu'il ne respecte les choses, quoi. Donc normalement, nous voulons lancer un appel à chacun des usagers d'être conscient, de respecter les règles de la circulation routière. C'est pour son propre bien et pour le bien des membres de sa famille, pour le bien d'un autre usager de la voie. Donc, je ne sais pas si on peut aller vers la conclusion. Non. Est-ce qu'il y a encore d'autres conseils, ou bien vous avez encore d'autres conseils par rapport à la situation? Et oui, par rapport à la situation, il faut dire que il faut conduire prudemment. La prudence, prudence, safety driver. Donc il faut conduire prudemment, il faut conduire en sécurité. Lorsqu'on prend le volant, lorsqu'on prend la moto, il faut tout d'abord penser à la sécurité. Ok. Maintenant, par rapport à prudence et respect des règles de la circulation, comment on peut articuler les deux? Moi, je me dis que des fois, il faut plutôt user de la prudence que d'user
du strict respect de la règle de circulation. Par exemple, on parle de priorité. Oui. Et des fois, c'est vrai que vous êtes prioritaire, mais il faut quand même articuler ça avec la prudence. Oui. Les deux vont de pair. Oui. Priorité et puis prudence là. Prudence, oui. Oui, ça va de pair. Mais moi, je suis sur la route principale. J'ai la priorité, je dois passer. Mais lorsque je vois l'autre venir et il veut pas, il doit être prudent quoi, et anticiper le comportement de l'autre pour que je ne sois pas victime d'un accident et pour l'épargner lui aussi quoi. Donc il faut la prudence, il faut aussi la priorité. Donc les deux là combinés vont faire l'affaire. D'accord. Merci beaucoup Monsieur Aziamaté. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Monsieur Aziamaté, votre mot de fin? Ok, mon mot de fin, c'est d'appeler tout le monde à agir pour la prévention des accidents. Oui. En observant tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure. C'est vraiment important. Conduire prudemment et arriver à bon port, arriver vivant à la maison. Lorsqu'on sort vivant de la maison, il faut qu'on revienne vivant. C'est vraiment important. Merci beaucoup, Monsieur Aziamaté. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je remercie Monsieur Aziamaté qui, malgré son programme, a tout fait pour venir nous entretenir sur les accidents de la route. Donc, disons, un mardi prochain, nous allons encore nous revoir sur un autre thème. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège contre les accidents et que l'Esprit Saint nous guide et nous dirige à chaque instant. Bye bye. Parole au juriste. Parole au juriste. Parole au juriste. Parole au juriste.